Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur 01net.com. Encore une fois, pas besoin de le répéter, mais toujours en mode confinement, restez chez vous. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre Fontaine. Salut Pierre. Salut Jordan. Et aujourd'hui, on va parler de l'iPhone SE, vous l'avez vu dans le titre. Pierre, tu l'as reçu il y a quelques temps, il y a une semaine. La semaine dernière, ouais. Ah, voilà, c'est ça. Tu as eu le temps de jouer un petit peu avec et j'avais quelques questions à te poser que j'ai pu voir un peu à gauche, à droite. Et puis, tu vas aussi pouvoir nous donner ton avis sur le produit vu que t'as pu bien jouer avec. Bon, pour commencer, l'iPhone SE, tu peux nous dire grosso modo ce que c'est si quelqu'un sort d'une grotte et n'a pas vu les annonces et n'a pas été sur 01net.com. Alors en fait, l'iPhone SE, c'est la deuxième génération de l'iPhone SE. Il garde le même nom, mais c'est la deuxième génération du smartphone d'entrée de gamme chez Apple, parce qu'il est vendu à 489 euros. Alors c'est vrai que chez beaucoup de gens, 489 euros, c'est pas l'entrée de gamme, mais chez Apple, ça l'est. Et donc c'est un appareil qui est un petit format, parce qu'il récupère l'écran de 4,7 pouces des iPhone 8 et précédents. Et puis il embarque la puce A13, qui était donc celle qu'on a vu apparaître dans les iPhone 11 et 11 Pro en septembre dernier. Voilà, pour faire les grandes lignes de la bête. Question bête, mais enfin ou pas d'ailleurs, mais il a la même puce que l'iPhone 11 Pro. Est-ce qu'il a donc par définition la même puissance, peut faire tourner les mêmes choses, etc. qu'un iPhone 11 Pro? Alors, il a, oui et non. Oui, il a la même puce avec des performances qui sont franchement très très proches. La seule différence, c'est qu'il a moins de mémoire vive. Ok. Donc sur certains outils, une certaine utilisation, on verra effectivement qu'il a un petit peu moins de peps, un peu plus, enfin dire un peu plus de lenteur. C'est Tu ultra l'as fluide au ressenti toi? quotidien. Franchement, au quotidien, ça se ressent pas vraiment. C'est peut-être de l'ordre de une petite seconde par-ci pour lancer un jeu, Ouais. une seconde par-là pour faire autre chose. Mais il a aussi pour lui d'avoir une dalle plus petite, une définition plus petite. Donc il a moins besoin de ressources aussi pour afficher une image vu que l'écran est plus petit. J'ai toujours dans ce que j'ai pu lire un peu et voir un peu partout, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé aberrant le fait que Apple enlève le Face ID pardon, et revienne au Touch ID. Est-ce que toi ça t'a dérangé quand tu l'as essayé enfin, au quotidien par rapport à ce que peuvent proposer les nouveaux iPhones de revenir à un Touch ID un peu plus classique? Alors, deux choses. Première, oui, effectivement, c'est super pénible quand on s'est habitué au Face ID, même si je suis pas fan de tout ce que fait le Face ID. Mais une fois on se rend compte en fait, que Face ID fluidifie beaucoup les usages, notamment quand on achète quelque chose, Ouais, quand les on paiements. veut s'authentifier, etc. C'est beaucoup plus rapide avec Face ID. Même si, par ailleurs, Touch ID est vachement bien pour se déverrouiller. On déverrouille les smartphones en le sortant de sa poche, en mettant son doigt dessus, et hop. Donc, oui, effectivement, c'est un peu gênant. Après, il faut aussi penser que Face ID a été introduit avec l'iPhone 10 et que l'iPhone SE se destine plutôt à des gens qui ont eu, alors soit ont jamais eu d'iPhone, soit qui ont des vieux iPhones et qui ont donc l'habitude de Touch ID, c'est-à-dire du lecteur d'empreinte digitale pour s'authentifier, et aussi de toute la gestuelle qui va avec sur l'écran, avec le centre de contrôle qui est par le bas, etc., etc., et tout ce qui a changé ensuite avec Face ID. Donc je pense que oui, c'est embêtant quand on est habitué à autre chose, mais les gens qui ont toujours eu du Touch ID jusqu'à présent parce qu'ils ont des vieux iPhones ou ils sont arrêtés à l'iPhone 7 ou 8, etc., pour eux, ça ne sera pas un choc. Voilà. Mais effectivement, D'accord. c'est gênant quand on a pris l'habitude de Face ID ou des smartphones Android avec reconnaissance faciale. Après ça s'explique aussi par la différence de prix. Alors, en fait, derrière ta question, il y a une autre question que tu allais peut-être poser plus tard, mais on va essayer tout de suite. En fait, ça souligne aussi un point, et là, pour le coup, ça me gêne davantage, c'est que Apple nous resserre un vieux design. En l'occurrence, hein, il est arrivé avec l'iPhone 6, donc c'est 2014, si je ne m'abuse. C'est pas J'allais y venir. complètement tout jeune. C'est pas complètement tout jeune. Alors autant à l'arrière, franchement, je trouve que c'est super chouette. Ouais. Le La boîtier pomme en centrée et aluminium tout, ouais. est vraiment très très beau. La pomme centrée, pour ceux qui étaient un petit peu choqués de le voir, ah c'est pas au milieu, voilà. Enfin, bref. Donc effectivement, enfin, le design est vraiment chouette. En revanche, à l'avant, ça fait quelques années qu'on le dit, hein, les grosses bordures sur les côtés, et puis espace en haut et en bas pour le bouton Touch ID, ça serait bien d'y penser à les réduire et de s'en supprimer. Ok, ben pour l'instant c'est pas le cas. Apple maintient ce design-là en façade, ne serait-ce que peut-être parce qu'il n'a pas encore la technologie pour mettre le capteur d'empreinte digitale sous Sous l'écran. l'écran, ouais. Alors, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait arriver prochainement, mais pour l'instant en tout cas,
c'est pas le cas. Donc effectivement, on se retrouve face à un design qui est vieux et qui fait que on se retrouve avec un Touch ID sur l'entrée de gamme parce que c'est moins cher, parce que ça évite de refaire du développement de design, etc., etc. Ça peut être déplaisant pour certaines personnes d'avoir un vieux design, ça peut être déplaisant pour certains de retourner au Touch ID, ou pour ceux qui préféreraient avoir du Face ID sur l'entrée de gamme, effectivement, c'est moins bien. Néanmoins, la solution Touch ID, enfin, j'ai été le premier quand on est passé à Face ID à dire Face ID c'est bien, c'est fluide sur certains trucs, mais je préfère Touch ID. Il y a plein d'usages où je préfère encore Touch ID. Donc c'est assez équilibré malgré tout. T'en as parlé de l'écran qui est pas bord à bord, de l'abandon de Face ID. Est-ce que pour permettre de limite diviser par 2 le prix du produit, sur quoi d'autre Apple a dû ou a pu couper dans ce que tu as remarqué potentiellement? La question c'est couper, c'est si on part du principe que on perd par rapport aux iPhone 11 et 11 Pro. Voilà. En revanche, c'est, on va dire, continuer à ajouter par rapport aux iPhone 8 qu'il y avait jusqu'à présent. Donc, on va dire soit couper, soit conserver. Effectivement, la partie photographique, on n'a qu'un seul module photo arrière, 12 mégapixels, qui est quasiment identique à celui de l'iPhone 8, très proche de celui de l'iPhone XR. Donc, on a un grand angle, point barre, avec un zoom numérique x5 en photo et x3 en vidéo. Alors effectivement, là on fera mieux qu'avec l'iPhone 8 en photo d'après les tests que j'ai pu faire parce que on a derrière quand même le logiciel. Tout ce on a en fait à la fois le logiciel et le matériel, c'est qu'on a quand même derrière, donc comme on le disait tout à l'heure, la nouvelle puce A13 qui intègre un nouvel ISP, donc un processeur de traitement de l'image, qui intègre les nouveaux réseaux neuronaux qui permettent de calculer un petit peu mieux tout ce qui est lié à des algorithmes d'intelligence artificielle, donc qui s'appliquent par exemple pour l'effet du mode portrait, pour le bokeh, etc. Donc là, effectivement, on est très en deçà de ce que font les iPhone 11 et les iPhone Pro et les iPhone 11 Pro. Néanmoins, on est à 2 fois moins cher. Donc on n'a pas le meilleur de ce que propose Apple. Mais c'est difficile de lui en vouloir, sauf à rentrer effectivement dans un débat qui sera un débat complètement inintéressant, de dire Apple c'est trop cher, pourquoi ils font si cher? Parce qu'ils le peuvent. Voilà, c'est comme ça. C'est clair. Donc non, mais enfin, on peut dire effectivement que les produits Apple sont trop chers. Bien sûr. Néanmoins, ils s'en écoulent quand même pas mal. Les acheteurs sont plutôt satisfaits au global de l'expérience. Donc là, on peut se dire que pour ce prix, on a une expérience moins bonne que le haut de gamme ou le très haut de gamme, ce qui est logique parce qu'on est dans du entrée de gamme. Voilà. Question que j'avais clairement par rapport à ce qui peut exister sur le marché au même prix, Android confondu. C'est, je pense, pas le meilleur, mais donc ce téléphone, il est fait pour qui du coup? Il est fait pour quelqu'un qui a envie d'investir dans un produit Apple, mais qui n'a pas forcément soit envie, soit la possibilité de mettre 1200 ou 1300 euros dedans, et qui veut rentrer doucement dans le truc, ou il est pour quelqu'un qui a besoin d'un deuxième téléphone, ou pour qui tu le penses penser ce téléphone? Oui, tes deux scénarios sont, à mon sens, complètement valables. Oui, je pense que, d'ailleurs, Apple le dit clairement, oui, c'est une très bonne porte d'entrée pour les gens qui étaient sous Android pour entrer dans le monde iOS. C'est une très bonne porte d'entrée pour ceux qui étaient dans iOS avec un vieux smartphone pour s'y maintenir. C'est une très bonne porte d'entrée pour les nouveaux arrivants qui se disent, moi, l'expérience iOS, avec un système d'exploitation qui est stable, plutôt sûr, un gros parc d'applications verrouillé certes, mais là encore assez sûr, et puis plein de services derrière, que ce soit iCloud, les services de Apple Music et autres, etc. Effectivement, là on a grosso modo l'expérience iOS, l'expérience des iPhones, à un prix moindre. Alors on n'a pas la meilleure expérience iPhone, mais on a néanmoins une très très bonne expérience iPhone pour un prix qui est presque abordable, on va dire, d'emblée. Parce que si on met 489 € pour l'appareil sans subvention,
c'est un bel investissement, mais on sait qu'il va être suivi en mise à jour pendant 4-5 ans, que les performances ne devraient pas trop souffrir parce que la puce est solide pendant 3-4-5 ans. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de smartphones Android dans ces gammes de prix jusqu'à présent qui peuvent tenir aussi longtemps en termes de mise à jour. Parce que j'ai vu qu'ils s'étaient pas mal fait tuer sur internet sur ça, justement, sur les réseaux, en disant ouais, mais regarde ce que peut. Évidemment que ce que peut proposer Xiaomi à 300 € peut être meilleur techniquement que cet iPhone SE. C'est ce que j'ai lu. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'un point de vue de la puissance, jusqu'à présent, la puce A13 banane à peu près tout le monde. Donc voilà, Apple est très très fort hein, depuis qu'ils se sont mis à développer leur propre puce ARM, ils sont très très forts là-dessus. Chaque fois, ils mettent une belle claque à la concurrence et ils continuent à avoir la main. Donc en termes de puissance, là, on a clairement un smartphone à moins de 500 € qui a des performances de smartphone très haut de gamme. Donc ok, il y a plein de smartphones chinois qui font aussi bien. Mais après, effectivement, on a la qualité de fabrication, on a l'intégration. Je dis pas que c'est le meilleur smartphone et c'est que les gens doivent obligatoirement le préférer à des smartphones Android hein, pour plein de bonnes raisons. Mais néanmoins, c'est une offre qui est plutôt intéressante pour qui veut être dans l'univers Apple. Ouais. On va pas tarder à conclure, Pierre. En quelques mots, au final, un avis que tu as pu avoir au global sur ce produit. Je sais que c'est un peu compliqué de faire un avis très complet en 2-3 minutes, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il t'a déçu? Est-ce qu'il a tapé juste là où tu l'attendais? Est-ce qu'il a eu des lacunes là où tu les attendais pas? Je sais pas, un peu ton ressenti global. Alors j'ai pas de déception de déception profonde par rapport à cet iPhone SE. Je trouve même que c'est, comme je le disais, un excellent, enfin c'est le meilleur iPhone en termes de rapport performance-prix. Certes, en termes de photos, je le trouve peut-être un peu léger. Ils auraient peut-être pu faire un effort. En termes d'autonomie, on n'a pas pu faire nos benches habituels. Ouais. Ça va pas tarder. Néanmoins, à l'usage, on n'est clairement pas dans la catégorie des iPhone 11 et 11 Pro qui ont battu des records d'autonomie et qui ont même battu les smartphones Android équivalents, ce qui n'était jamais arrivé. Là, on est plutôt dans une tradition d'autonomie des iPhone 8, c'est-à-dire vous allez tenir une journée, je pars de chez moi, je reviens chez moi, si vous n'abusez pas trop. Donc on n'a pas une autonomie record, mais au global, on a un produit qui ouvre les portes du monde iPhone et iOS avec un bon écran, un très bon écran, petit et avec un design compact, parce que c'est aussi un des points forts de l'iPhone SE. Avant, il était en 4 pouces. Alors maintenant, c'est vrai que les écrans ont tellement grandi que 4,7 pouces. Ça paraît ridicule. C'est un peu plus grand, mais d'ailleurs, au départ, c'est aussi il faut se réhabituer. Hein. Moi, au quotidien, j'utilise un 11 Pro Max. Ça fait bizarre de revenir à un écran aussi petit, mais on s'y fait. Enfin bref, tout ça pour dire, oui, pour être vraiment résumé, ce qui est difficile pour moi. Oui, ouais, tu t'en étais douté. Ouais, pour moi, c'est un très bon smartphone qui aurait pu faire un effort sur différents éléments, le design, le module photo et peut-être l'autonomie, mais en termes de puissance, c'est un go absolu, il est parfait. Et en termes d'ergonomie, il y a vraiment rien à lui reprocher. Écoute, il vaut son prix donc. Il vaut très largement son prix, et je dirais même qu'il fait se poser la question du pourquoi les autres sont si chers. Oui, je pense qu'on se l'est tous déjà posé, mais c'est un peu le côté mauvaise réputation qu'a Apple aussi, hein. Mais bon. Écoute, merci beaucoup Pierre pour ce bel avis, toutes ces réponses. N'hésitez pas évidemment, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire comme d'habitude. Pierre et moi-même regarderons tout ça et essaierons de répondre au plus de monde possible. Écoute, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, j'espère, Pierre. Avec grand plaisir. Bon, à très vite, salut tout le monde.